La pluie venait juste de commencer à battre contre la fenêtre de la cuisine lorsque j'entendis la voix de mon mari s'adoucir pour cet au revoir familier. Celui réservé aux fins d'après-midi où le travail s'éternisait et où son épuisement transparaissait à travers le combiné comme une douce confession. Je t'aime aussi, chérie. Je serai à la maison vers 19h. Garde ce magnifique ventre bien au chaud pour moi. Je souris passant instinctivement la main sur la courbe de mon ventre, sentant notre fille donner des coups contre ma paume comme si elle reconnaissait la voix de son père même à travers le minuscule haut-parleur du téléphone. 7 mois de grossesse, et chaque jour ressemblait à la fois à une bénédiction et à un marathon. Le dîner sera prêt, dis-je, planifiant déjà le rôti de bœuf qu'il adorait, celui que ma mère préparait avant de nous quitter. Conduis prudemment. Toujours, Hélène. Au revoir. Au revoir, Jean. J'attendis le clic, la petite mort électronique de la connexion qui signalait habituellement la fin de nos appels, mais il ne vint jamais. J'éloignai le téléphone de mon oreille, jetant un coup d'œil à l'écran. Le minuteur d'appel continuait de défiler. 4h32, 4h33, 4h34. Il avait oublié de raccrocher. Un petit rire bouillonna dans ma gorge. Ce n'était pas la première fois. Jonathan avait l'habitude de laisser les appels en cours, son téléphone pressé quelque part contre sa cuisse ou perdu dans les coussins de son fauteuil de bureau pendant qu'il remuait des papiers ou parlait à des collègues. D'habitude, je raccrochais immédiatement. Mais aujourd'hui, quelque chose me fit marquer une pause. Peut-être était-ce la façon dont la pluie tambourinait contre la vitre, créant un cocon d'isolement autour de moi. Peut-être était-ce l'étrange intuition qui me rongeait depuis des semaines. Cette anxiété sans nom que je mettais sur le compte des hormones de grossesse, de rien du tout. Je pressai le téléphone contre mon oreille. Au début, il n'y eut que le silence, les bruits étouffés de mouvements, un fauteuil qui grince, des papiers que l'on remue, puis des bruits de pas, et ensuite une voix de femme douce, intime, assez proche de lui pour que je puisse entendre ses mots clairement malgré le fait que le téléphone soit quelque part dans sa poche. Est-ce qu'elle se doute de quelque chose? Les mots me frappèrent comme de l'eau glacée dans mes veines. Je me figeai, mes mains toujours posées sur mon ventre. Mon souffle se bloqua quelque part entre mes poumons et mes lèvres. Non, la voix de Jonathan. La voix de mon mari. Hélène me fait entièrement confiance. Elle n'en a aucune idée. Ma cuisine devint anormalement silencieuse. Même la pluie sembla s'arrêter, retenant son souffle avec moi. Et pour le bébé? La voix de la femme à nouveau, plus aiguë maintenant, teinte de quelque chose que je reconnaissais mais ne pouvais nommer. Excitation? Anticipation? Laquelle? Jonathan rit. Un son froid, inconnu, qui me fit me demander si je l'avais vraiment connu un jour. Le sien ou le tien? Le tien. Le mot résonna en moi comme un coup de feu dans une cathédrale. La femme était enceinte, elle aussi. Les deux. La femme gloussa. Elle gloussa vraiment, comme si c'était un jeu, un divertissement pour un après-midi pluvieux. Raconte-moi encore le plan. J'adore l'entendre. Il y eut du mouvement, des bruits de froissement. Et quand Jonathan parla à nouveau, sa voix était descendue dans ce registre bas et séduisant que je pensais qu'il ne réservait qu'à moi, qu'à nous. Pour les moments après la tombée de la nuit, quand nous murmurions des promesses contre la peau de l'autre. Attends juste que le chèque de son père soit encaissé, dit-il. Ensuite, on prend le bébé et on la laisse sans rien. Le téléphone glissa de mes doigts. Il heurta le carrelage de la cuisine avec un craquement qui sonna comme si mon monde entier s'ouvrait en deux. Je le fixai. L'écran était maintenant fissuré en toile d'araignée, mais toujours connecté. Comptant toujours les secondes de l'appel qui détruisait tout ce que je croyais savoir. 5h47, 5h48, 5h49. Pendant cet battement de cœur éternel, je ne pus ni bouger, ni respirer, ni penser. Puis l'appel se coupa de lui-même, et je fus seul dans ma cuisine avec la pluie, le silence et la compréhension apocalyptique que mon mari n'avait pas simplement une liaison. Il prévoyait de prendre mon bébé. Avant de continuer, s'il vous plaît, écrivez en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir d'où notre famille mondiale nous écoute. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous. Votre soutien nous aide à apporter encore plus d'histoires de vengeance épique. Bonne écoute. Je ne me souviens pas m'être assise, mais soudain j'étais sur le sol de la cuisine, mon dos pressé contre l'acier froid du réfrigérateur,
mes mains enveloppant mon ventre comme si je pouvais physiquement protéger ma fille des mots qui résonnaient encore dans mon crâne. Prendre le bébé. La laisser sans rien. Le rôti gisait oublié sur le comptoir. Les carottes à moitié coupées, le vin que je faisais réduire brûlant maintenant dans la casserole, envoyant une fumée acide vers le plafond. Je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas. Mon corps était devenu une prison de choc. Chaque muscle verrouillé dans une tentative désespérée de m'empêcher de m'effondrer complètement. 5 ans. Nous étions mariés depuis 5 ans, ensemble depuis 7. Je repensais au jour de notre mariage. La façon dont Jonathan m'avait regardé alors que je marchais vers l'autel, des larmes coulant sur ses joues, sa voix se brisant en prononçant ses vœux. Le tremblement de ses mains alors qu'il glissait l'alliance à mon doigt. La façon dont il m'avait tenu pendant notre première danse, chuchotant contre mon oreille qu'il m'aimerait jusqu'à ce que les étoiles s'éteignent. Tout cela était-il réel? Ou avais-je joué dans une pièce pour laquelle je ne savais pas avoir auditionné, récitant des répliques données par un metteur en scène qui riait derrière le rideau? L'alarme incendie se mit à hurler, perçant la brume de mes pensées. Je me levai précipitamment, éteignis le brûleur et ouvris la fenêtre en grand. L'air froid, parfumé par la pluie, s'engouffra, me ramenant brutalement à la fonctionnalité, sinon à la compréhension. Mon téléphone vibra sur le sol. Un SMS de Jonathan. En retard. On se voit vers 20h. Je t'aime. Je fixai ces 2 mots. Je t'aime. Et je sentis quelque chose en moi se calcifier. Une douceur devenant de la pierre. Une blessure devenant une arme. Il ne savait pas que j'avais entendu. Cette réalisation se cristallisa lentement, se solidifiant en quelque chose que je pouvais presque tenir. Il pensait avoir raccroché. Il pensait que son secret était encore en sécurité. Il pensait que j'étais toujours sa femme enceinte, confiante et naïve, coupant des légumes et attendant fidèlement son retour. Il a tort. Je ramassai mon téléphone, mes mains stables maintenant, animées par un but au lieu de trembler sous le choc. Je tapai une réponse. Pas de problème. Je t'attendrai. Je t'aime aussi. Puis je marchai jusqu'à la salle de bain et vomis jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en moi, à part la rage. Les 3 heures suivantes furent une excavation. Pendant que Jonathan était assis dans n'importe quel bureau ou chambre d'hôtel où il menait sa seconde vie, je devins l'archéologue de mon propre mariage, creusant à travers des couches d'histoire que je n'avais jamais pensé à remettre en question. Je commençai par ses relevés téléphoniques. Nous partagions un forfait familial, une de ces petites intimités que je pensais être une marque de partenariat, mais que je comprenais maintenant n'être probablement qu'une commodité pour lui. Je me connectai au compte depuis mon ordinateur portable, mes doigts tremblant légèrement pendant que la page chargeait. Le numéro apparut immédiatement. Des appels tous les jours, parfois 3 ou 4 fois, toujours pendant ses heures de travail. Des SMS aussi, des centaines au cours des 8 derniers mois. 8 mois. J'étais enceinte de 7 mois, ce qui signifiait que cela avait commencé avant même que je ne conçoive. Avant les traitements de fertilité, les prières et les nuits où j'avais pleuré dans ses bras parce que je pensais que mon corps nous faisait défaut. Il avait été avec elle tout ce temps. Une nouvelle pensée me frappa comme la foudre, sombre et éclairante. Avait-il essayé de la mettre enceinte, elle aussi? Était-ce une course, une compétition malsaine entre 2 femmes qui ne savaient pas qu'elles étaient en compétition? Je notai le numéro et lançai une recherche inversée, annuaire inversé. Le nom qui apparut fit tourner la pièce. Manon Castel. Non, 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 non. Manon n'était pas juste une femme. Manon était ma meilleure amie. Ma meilleure amie depuis la fac, qui s'était tenue à mes côtés à mon mariage, qui avait tenu mes cheveux pendant mes nausées matinales du premier trimestre, qui m'avait aidé à peindre la chambre du bébé il y a tout juste 3 semaines. Manon, qui m'avait annoncé qu'elle était enceinte le mois dernier à travers des larmes de joie, prétendant que le père était un homme rencontré lors d'une conférence. Une aventure d'un soir qu'elle était trop embarrassée pour nommer. Manon, qui m'avait envoyé un SMS ce matin même pour me demander si je voulais aller faire des achats de maternité la semaine prochaine. La trahison doubla, tripla, s'étendit jusqu'à remplir chaque coin de ma poitrine et ne laissa plus de place pour l'air. Je me noyais dedans, je suffoquais. Ma meilleure amie et mon mari. Prendre le bébé. Leur bébé ou le mien? La laisser sans rien. Que prévoyait-il d'autre? Que avais-je manqué d'autre? Je repensais aux derniers mois avec un nouveau regard, rejouant des moments que j'avais écartés comme insignifiants.
Le téléphone de Jonathan toujours face contre table. Les questions subtiles de Manon sur la santé de mon père, ses finances, ses plans de succession. La façon dont ils m'encourageaient tous les deux à me ménager, à laisser les autres aider, à arrêter de m'inquiéter pour l'argent. Mon père. Mon père était mourant. Théodore Bernier, autrefois un titan du développement immobilier, maintenant confiné dans un lit dans la grande propriété où j'avais grandi. Son corps le trahissant face à un cancer du pancréas tandis que son esprit restait tranchant comme du verre brisé. Il nous avait promis, à Jonathan et moi, de l'argent pour assurer notre avenir. Un cadeau, avait-il appelé cela, parce qu'il voulait voir son petit enfant ne manquer de rien. 300 000 €. Un chèque qu'il avait écrit la semaine dernière. Bloqué en fiducie jusqu'à la naissance de notre bébé. Et maintenant je comprenais. Jonathan ne se contentait pas de prendre mon enfant et de me quitter pour ma meilleure amie. Il attendait que l'argent de mon père mourant soit disponible avant d'exécuter son plan. Il allait voler notre bébé, voler mon héritage, et me laisser avec rien d'autre que le chagrin et la ruine. La cruauté de la chose était architecturale. Planifiée. Ce n'était pas un crime passionnel. C'était un braquage, et j'étais le coffre-fort qu'il avait passé 7 ans à forcer. Quelque chose mourut en moi cette nuit-là. La femme qui croyait au meilleur des gens, qui faisait confiance sans preuve, qui aimait avec une foi abandonnée, elle se dissolut comme du sucre dans de l'acide. Et à sa place, quelque chose de nouveau émergea. Je me regardais dans le miroir de la salle de bain pendant un long moment. 34 ans. Des cheveux noirs maintenant emmêlés et sauvages à force d'y passer mes mains. Des yeux marrons qui avaient toujours été qualifiés de chaleureux, mais qui reflétaient maintenant quelque chose de froid et calculateur. Une femme enceinte de 7 mois, portant un mariage comme une chaîne, se tenant au bord d'une falaise dont elle ignorait l'existence. Tu as 2 choix, dis-je à mon reflet. Se briser ou survivre. Je choisis la survie. À minuit, j'avais un plan. Je ne confronterai pas Jonathan. Pas encore. La confrontation était une arme pour les gens qui n'ont plus rien à perdre. Et j'avais encore tout. Mon bébé, l'héritage de mon père, mon avenir. Si je montrais mon jeu trop tôt, il aurait le temps de riposter, de me manipuler, de me faire passer pour une femme enceinte hormonale souffrant de délire. Au lieu de cela, je rassemblerais des preuves, construirais un dossier, et le moment venu, je frapperais avec une telle précision qu'il ne verrait rien venir jusqu'à ce que la lame soit déjà dans son dos. Je commençais à enregistrer. Je téléchargeais une application d'enregistrement activée par la voix sur mon téléphone, la réglant pour capturer chaque conversation dans notre maison. Je commandais une caméra cachée, Nanican, déguisée en chargeur de téléphone via un service de livraison express. Je créais un nouveau compte email sous un faux nom et commençais à me transférer des copies de chaque document financier que je pouvais trouver. Puis j'appelais la seule personne en qui je savais pouvoir avoir confiance. La seule personne dont la haine pour mon mari dépassait maintenant la mienne. Pascal Audibert. C'était une avocate que je connaissais depuis la faculté de droit. Brillante, impitoyable, et récemment divorcée de son propre conjoint infidèle. Quand elle répondit à 1h du matin, sa voix était pâteuse de sommeil, mais s'aiguisa rapidement quand je lui expliquai. Ce salaud, siffla-t-elle quand j'eus fini. Hélène, ne fais rien de précipité. Viens à mon cabinet demain matin. Nous allons l'enterrer. Et Manon. Elle aussi. Nous salerons la terre là où ils se tiennent. Je raccrochai, ressentant quelque chose auquel je ne m'attendais pas. De l'espoir. Ensuite, je nettoyai la cuisine, jetai le rôti ruiné, et me glissai dans le lit à côté de mon mari endormi. Il était rentré à 21h, s'était excusé d'être en retard, avait embrassé mon front et s'était endormi avec sa main sur mon ventre. Un geste que je comprenais maintenant n'être pas de l'affection, mais de la possession. Je restai éveillé jusqu'à l'aube, le regardant respirer, étudiant le visage d'un étranger que j'avais appelé mon amour. Tu n'as aucune idée de ce qui arrive, pensais-je. Et c'est exactement ce que tu mérites. 3 jours passèrent dans une performance si convaincante qu'elle aurait dû remporter des prix. Je souriais quand Jonathan souriait, riait à ses blagues, cuisinait ses repas, feignait de croire chaque mensonge qui coulait de ses lèvres comme du miel mélangé à du poison. Et pendant ce temps, j'observais. Ce qui n'était pas enregistré, la caméra cachée le capturait. La première nuit, rien de significatif. La deuxième nuit, un appel téléphonique qu'il prit dans notre salon pendant que je faisais semblant de dormir à l'étage. Elle ne se doute de rien.
Oui, je suis sûr. Écoute, le bébé est prévu dans 2 mois. Le vieux ne tiendra probablement pas 3 mois de plus. Une fois le chèque encaissé, on dépose une demande de garde d'urgence. Non, j'ai déjà parlé à l'avocat. Instabilité maternelle. On dira qu'elle a fait une dépression après la mort de son père. Instabilité maternelle. Ils allaient prétendre que j'étais mentalement inapte. Ils allaient utiliser mon chagrin tout à fait compréhensible, comme une arme pour prendre mon enfant. J'écoutais cet enregistrement 17 fois, laissant la fureur monter, la forgeant en quelque chose de plus dur que l'acier. Mais ce fut la 3e nuit qui me brisa. Jonathan et moi dînions avec Manon. Ma meilleure amie était assise en face de moi dans notre cuisine, son ventre de 5 mois commençant à peine à se voir sous son chemisier en soie, et elle me regardait avec des yeux auxquels j'avais fait confiance pendant 15 ans. « Hélène, tu as l'air fatiguée », dit-elle en tendant la main pour presser la mienne. « Tu dors bien ?»« Insomnie de grossesse, mentis-je. »« Tu sais ce que c'est. »« Je sais. » Son sourire était chaleureux, fraternel, totalement faux. « Promets-moi que tu prendras soin de toi. Ce bébé va avoir besoin d'une maman en bonne santé. » Je sentis le regard de Jonathan sur moi. Testant, évaluant. « Elle a été stressée, dit-il. Le travail, la famille. » Je me suis inquiété pour elle. « Je vais bien, » insistai-je. « Vraiment. »« Je vais très bien. » Manon et Jonathan échangèrent un regard. Juste une lueur, une fraction de seconde. Et dans ce regard, je vis tout. La conspiration, le mépris, la pitié pour l'imbécile assise entre eux, inconsciente. Sauf que je n'étais plus inconsciente. Je m'excusai pour aller aux toilettes et sortis mon téléphone. Mes mains tremblaient alors que je faisais défiler les fichiers que Pascal m'avait envoyés ce matin-là. Les résultats de l'enquête qu'elle avait lancée. La liaison de Jonathan et Manon n'avait pas commencé il y a 8 mois. Elle avait commencé il y a 4 ans. 4 ans de tromperie, 4 ans de mensonges. Presque tout notre mariage avait été une pièce de théâtre, une escroquerie, un vol au ralenti de mon amour, de ma confiance et de ma santé mentale. Mais ce n'était pas le pire. Le pire était le document au bas du dossier. Un dossier médical d'une clinique dans une autre région, les dossiers prénataux de Manon. Elle n'était pas enceinte de 5 mois. Elle était enceinte de 8 mois, ce qui signifiait qu'elle était tombée enceinte 1 mois avant moi, ce qui signifiait que Jonathan avait essayé d'avoir un bébé avec nous deux simultanément. Et puis la pièce finale, celle qui me fit agripper le comptoir de la salle de bain si fort que mes jointures devinrent blanches. Le bébé que Manon portait n'était pas de Jonathan. Selon un test de paternité qu'elle avait fait à 12 semaines, un test qu'elle pensait probablement confidentiel, le père du bébé de Manon n'était pas Jonathan Brennan. C'était quelqu'un nommé Victor Archambault. Je ne reconnus pas le nom, mais je reconnus l'implication. Manon ne faisait pas que me trahir, elle trahissait Jonathan aussi. Elle se jouait de lui de la même manière qu'il se jouait de moi. 2 serpents dans une fosse, et j'étais la seule à savoir que leur venin était pointé l'un vers l'autre. Le lendemain matin, je retrouvai Pascal dans une brasserie à 3 communes de là, choisissant un endroit loin de quiconque pourrait me reconnaître. « C'est plus gros que je ne le pensais », dit-elle en faisant glisser un dossier sur la table. « Ton mari planifie cela depuis au moins 2 ans. Il t'a lentement isolé. As-tu remarqué comment tes amitiés se sont estompées ? Comment les événements familiaux sont devenus trop stressants pour ta grossesse ? » Je réfléchis. Elle avait raison. Jonathan m'avait subtilement encouragé à m'éloigner de tout le monde sauf de Manon. Il avait présenté cela comme de la protection, comme de l'attention. Tu as besoin de repos, Hélène. Ces gens drainent ton énergie. C'est un narcissique classique, poursuivit Pascal. Probablement des tendances sociopathes. Tout est calculé. Même t'épouser était stratégique. Il était au courant de l'argent de ta famille avant même votre premier rendez-vous. Comment sais-tu cela ? Elle sortit un autre document. Une capture d'écran d'une conversation datant d'il y a 7 ans. Jonathan envoyant un message à un ami dont je n'avais jamais entendu parler. Je l'ai trouvé. Hélène Bernier, fille de Théodore Bernier. Vieil argent, empire immobilier, enfant unique. Je vais au vernissage de la galerie où elle sera ce soir. Souhaite-moi bonne chance. Le vernissage de la galerie. C'était là que nous nous étions rencontrés. J'avais pensé que c'était le destin, une coïncidence,
un bel accident de chemin croisé et de connexion instantanée. C'était un coup monté depuis le début. Tout avait été un mensonge. Hélène, dit doucement Pascal, regardant mon visage se décomposer. Tu as besoin de respirer. Comment respirer quand tout ce que je croyais était de la fiction? Elle prit mes mains. Tu respires parce que ta fille a besoin de toi. Tu respires parce que nous allons les détruire. Et tu respires parce que tu es plus forte qu'ils ne l'ont jamais imaginé. Je croisai son regard. Comment on fait ça? Pascal sourit. Un sourire de loup. Tout d'en dehors est plein de promesses. D'abord, on parle à ton père. La maison de mon père sentait les roses et l'antiseptique. Le parfum de la mort mêlé à un espoir désespéré. Il était appuyé dans son lit médicalisé, plus maigre que je ne l'avais jamais vu, mais ses yeux brûlaient toujours de l'intelligence qui avait bâti un empire à partir de rien. Quand je lui racontai tout, ses yeux ne vacillèrent pas de surprise. Ils se remplirent de culpabilité. Je savais, chuchota Théil. Hélène, je savais. Je restai figé. Comment ça, tu savais? Il chercha ma main, sa poigne n'étant plus qu'un murmure de ce qu'elle était autrefois. Le détective privé. Il y a 6 mois, je mettais mon testament à jour, m'assurant que tout était protégé pour toi et le bébé, et je voulais être certain que Jonathan était digne de confiance. Il y a 6 mois, le rapport est revenu et je les ai vus ensemble, j'ai vu la liaison, j'ai vu les comptes vers lesquels il déplaçait de l'argent, se préparant. Une larme coula sur sa joue creusée. J'aurais dû te le dire. J'aurais dû. Mais tu étais si heureuse de la grossesse, et je pensais pouvoir gérer ça. Je pensais pouvoir te protéger sans te briser le cœur. Papa, ma voix se brisa. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je suis mourant, et je voulais que tes derniers souvenirs de moi soient heureux. Je pensais pouvoir arranger ça en coulisses. Le chèque que j'ai écrit, il n'est pas réel. C'est un appât. Je le fixai. Un appât? Un fantôme de son ancienne ruse traversa son visage. Au moment où Jonathan essaie de l'encaisser, une alerte est envoyée à mon avocat, à la banque et à la brigade financière. Le compte sur lequel il est tiré n'a pas 300 000 euros. Il a 300 000 raisons pour un mandat d'arrêt. Papa. C'est de la fraude. Fraude bancaire, s'il essaie de le transférer. Je monte un dossier contre lui depuis 6 mois. Hélène, je n'avais juste jamais imaginé que ça irait aussi loin. Le bébé, le plan de garde. Je ne savais pas pour cette partie. Je lui montrai les enregistrements, les preuves, les dossiers médicaux prouvant les couches de tromperie. Quand je finis, mon père pleurait. De vraies larmes d'un homme que je n'avais vu pleurer que 2 fois dans ma vie. Salut, ma fille courageuse, chuchota Théil. Tu as découvert ça toute seule. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir mieux protégé. Tu me protèges, dis-je. Tu l'as toujours fait. Maintenant, laisse-moi finir ce que tu as commencé. Il serra ma main. Fais-leur vivre un enfer, Hélène. Donne-leur l'enfer qu'ils ont mérité. Une semaine plus tard, tout était en place. Pascal avait assemblé un arsenal juridique, documentation des manipulations financières de Jonathan, les enregistrements prouvant la conspiration, et le plus accablant de tous, la preuve que lui et Manon avaient fait des recherches sur la façon de falsifier des documents judiciaires pour une ordonnance de garde d'urgence. Mais je voulais plus qu'une victoire légale. Je voulais qu'ils vivent ce que j'avais vécu. Je voulais qu'ils sachent ce que ça fait d'avoir le sol qui s'ouvre sous leurs pieds pendant que quelqu'un en qui ils avaient confiance les regarde tomber. Alors, j'ai tendu un piège. J'invitai Manon à déjeuner, lui disant que Jonathan serait au travail. Je dis à Jonathan que j'avais besoin de parler à Manon de mon anxiété, renforçant leur récit selon lequel j'étais instable, leur donnant les munitions dont ils pensaient avoir besoin. Tous deux arrivèrent à midi. Jonathan était censé être au travail, mais j'avais envoyé un SMS à Manon depuis un numéro masqué utilisant les infos de contact de Jonathan. Viens maintenant. Hélène a découvert pour le chèque. On doit parler avant qu'elle ne fasse une bêtise. Jonathan reçut son propre message, apparemment de Manon. Hélène agit bizarrement. Rentre immédiatement. Je crois qu'elle sait. Ils franchirent ma porte d'entrée au moment exact par des entrées différentes et se trouvèrent dans mon salon. Tous deux s'attendant clairement à ne trouver que moi. La confusion sur leur visage valait presque tout. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Jonathan, fixant Manon.
tu m'as envoyé un SMS, commença TL. Non, c'est toi qui m'as envoyé un SMS. En fait, dis-je en sortant de l'encadrement de la porte de la cuisine. J'ai envoyé un SMS à vous deux. Ils se tournèrent vers moi à l'unisson, leurs expressions passant de la confusion à l'alarme, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Bon, Hélène, commença Jonathan, sa voix glissant dans ce ton apaisant et condescendant qu'il utilisait quand il pensait que j'étais émotive. Quoi que ce soit, nous pouvons arrêter. Je levai mon téléphone. Avant que tu ne dises un autre mot, tu dois savoir que cette conversation est enregistrée. Tout comme chaque conversation que nous avons eue dans cette maison ces 2 dernières semaines. Son visage devint blanc. Je sais pour la liaison. Je sais pour le bébé, les 2 bébés. Je sais pour le plan de garde et le stratagème d'héritage. Je sais que tu te joues de moi depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Manon commença à pleurer. Des larmes de comédie. Les mêmes qu'elle avait utilisées sur moi pendant 15 ans. Hélène, s'il te plaît. Laisse-moi expliquer. Expliquer quoi, Manon? Que tu couches avec mon mari depuis 4 ans? Que tu l'as aidé à planifier l'enlèvement de mon enfant? Que tu pensais que j'étais si pathétique que je ne le découvrirais jamais? Ce n'est pas ce que tu crois. Oh, c'est exactement ce que je crois. Mais voici la partie que vous ne connaissez pas, je me tournai vers Jonathan, savourant le moment comme du vin sur ma langue. Le bébé qu'elle porte. Ce n'est pas le tien. Le silence qui suivit fut profond comme une cathédrale. Jonathan se tourna lentement vers Manon. De quoi parle-t-elle? J'ai le test de paternité, continuai-je. Victor Archambault, ça te dit quelque chose? Toute la couleur quitta le visage de Manon. Ses larmes de comédie s'arrêtèrent instantanément, remplacées par une véritable terreur. Comment as-tu? Qui est Victor Archambault? La voix de Jonathan montait maintenant, la façade calme se fissurant comme de la glace sous la pression. Son vrai petit ami, dis-je. Celui qu'elle voyait pendant qu'elle te voyait toi. Celui qui l'a aidé à planifier de prendre ton argent une fois que tu aurais volé le mien. Je marquai une pause. Pensais-tu vraiment que tu étais le seul joueur à cette table, Jonathan? Pensais-tu vraiment qu'elle t'aimait? Tu mens. Mais il regardait Manon maintenant, et le doute prenait déjà racine. Vérifie son téléphone, suggérai-je. Ou pas. Ça n'a plus d'importance. La police trouvera tout ce dont elle a besoin. La police? La voix de Manon n'était plus qu'un couinement. Comme un signal, la sonnette retentit. Pascal se tenait sur mon porche avec 2 inspecteurs, et derrière eux, l'avocat de mon père serrait un dossier épais de preuves. Jonathan Brennan, j'avais dit Bernier pour le père, mais il s'appelle Brennan dans la VO, donc l'enfant a le nom du père, mais ici l'époux est Jonathan. J'ai gardé Jonathan, mais je dois lui donner un nom de famille. Brennan était le nom du père dans la VO, mais Jonathan a pris le nom dans la VO? Non, Helena Brennan, Doctor of Theodore Brennan, donc elle a gardé son nom ou il a pris le sien. Dans la VO, c'est Jonathan Brennan. Donc il a pris le nom de sa femme ou c'est une coïncidence. En France, la femme garde son nom de jeune fille administrativement. Disons que le mari s'appelle Jonathan Martin. Ou alors je garde le nom du père Bernier et Hélène s'appelle Hélène Bernier et son mari Jonathan Bernier s'il a pris le nom, ce qui est rare, ou alors je lui donne un autre nom. Dans le texte original, Helena Brennan, Doctor of Theodore Brennan. Et le mari est Jonathan Brennan. C'est implicite qu'elle a pris son nom. Donc si le père est Théodore Bernier, elle est née Hélène Bernier. Son mari s'appellera Jonathan Lefebvre par exemple. Et elle s'appelle Hélène Lefebvre maintenant. Mais le texte dit Helena Brennan dans le chat log. Donc elle a gardé son nom de jeune fille où le mari a le même nom. Pour simplifier, je vais donner au mari le nom de Lefebvre et dans le chat log le mari cherche Hélène Bernier. Mais lors de l'arrestation, on l'appelle par son nom complet. Correction, le texte original dit Jonathan Brennan lors de l'arrestation. Et le père est Théodore Brennan. C'est la même famille. Donc Hélène est née Brennan et a épousé un Brennan? Ou le texte original implique qu'elle a pris le nom de son mari et que le père a le même nom par coïncidence? C'est plus probable qu'elle soit Helena Brennan, nom de jeune fille, dans le chat log et que le mari soit devenu Brennan par mariage? Non, ça ne se fait pas trop aux USA. C'est juste que le père s'appelle Brennan et elle s'appelle Brennan, et le mari s'appelle Jonathan Brennan, bizarre.
Solution logique pour la France, le père est Théodore Bernier. Hélène est née Hélène Bernier. Le mari s'appelle Jonathan, nom de famille, Dumont. Dans le Chalogue, il cherche Hélène Bernier. Lors de l'arrestation, le policier dit Jonathan Dumont. Jonathan Dumont, dit un inspecteur en passant devant moi pour entrer dans le salon. Vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie en bande organisée, conspiration en vue de commettre une fraude à la garde d'enfants, et abus de faiblesse sur une personne vulnérable. Il lui lure ses droits pendant qu'il criait que j'étais folle, que c'était un piège, qu'il me détruirait. Mais quand ils lui passèrent les menottes, quand je vis le métal se refermer autour des poignets qui avaient l'habitude de me tenir la nuit, je ne ressentis rien d'autre qu'une satisfaction froide et claire. Manon essaya de courir. Le deuxième inspecteur l'attrapa avant qu'elle n'atteigne la porte arrière. Manon Castel, vous êtes en état d'arrestation pour complicité. Vous avez le droit de garder le silence. Alors qu'il la faisait passer devant moi, elle cracha à mes pieds. Tu ne prouveras jamais rien. Tu es pathétique, Hélène. Tu as toujours été pathétique. Je me penchai tout près. Assez près pour chuchoter afin qu'elle seule puisse entendre. Peut-être. Mais je suis pathétique avec mon bébé, ma maison, mon argent et ma liberté. Tu es sur le point d'être pathétique dans une cellule de prison. Adieu. Le procès dura 3 mois. Pascal fut magnifique, démantelant chaque défense, présentant des preuves si accablantes que même les avocats coûteux de Jonathan ne purent les détourner. Les enregistrements seuls auraient suffi, mais la trace financière scella son sort. Signatures falsifiées, comptes cachés, et une conspiration si méticuleusement documentée qu'elle se lisait comme un guide pratique pour une poursuite criminelle. Jonathan fut condamné à 12 ans. Manon en reçut 8. Victor Archambault, lorsque les enquêteurs le retrouvèrent, s'avéra être lui-même un escroc, recherché dans 3 régions pour des stratagèmes d'héritage similaires. Il s'était joué de Manon de la même manière que Manon s'était joué de Jonathan. Un karma magnifique et terrible. Mon divorce fut finalisé avant la naissance de ma fille. Je l'appelais Théodora d'après mon père, qui vécut juste assez longtemps pour la tenir une fois. Ses bras frêles enveloppés autour de cette minuscule personne parfaite qui représentait tout ce qu'il s'était battu pour protéger. Il mourut 3 semaines plus tard en paix, sachant que j'étais en sécurité. La maison me revint, tout comme la succession. Les prétentions de Jonathan sur quoi que ce soit furent annulées par sa condamnation. Les tentatives de Manon pour me contacter depuis la prison furent bloquées. Ses lettres renvoyées non ouvertes. Certaines nuits, je me réveille encore en sursaut, rejouant cet appel téléphonique dans mon esprit. Les mots qui ont brisé mon monde, le silence avant la tempête. Attends juste que le chèque de son père soit encaissé. Ensuite, on prend le bébé et on la laisse sans rien. Mais maintenant je comprends quelque chose que je ne comprenais pas alors. Ils m'ont sous-estimé. Ils ont vu une femme amoureuse aveuglée par la confiance, et ils ont supposé que cela signifiait faiblesse. Ils ont oublié que l'amour ne vous rend pas fragile. Il vous rend féroce. Ils ont oublié qu'une mère protégeant son enfant est la créature la plus dangereuse sur Terre. Ils ont oublié que j'étais la fille de Théodore Bernier. Et les Bernier ne se brisent pas. Nous brûlons. 6 mois après la fin du procès, je me tenais dans la chambre d'enfant que Manon m'avait aidé à peindre, regardant Théodora dormir dans son berceau. Les murs étaient toujours lavande, toujours décorés avec les nuages et les étoiles que nous avions mis en place ensemble. À l'époque où je pensais que ma meilleure amie était ma meilleure amie. À l'époque où je croyais en la vie que je construisais. J'avais envisagé de repeindre, d'effacer toute trace de son implication. Mais ensuite, j'ai réalisé que cette pièce ne la concernait pas. Elle ne concernait pas Jonathan non plus. Elle concernait Théodora, l'espoir, l'avenir que j'avais failli perdre. Le passé ferait toujours partie de mon histoire, mais ce ne serait pas toute l'histoire. Mon thérapeute appelait cela l'acceptation. J'appelais cela l'évolution. J'étais différente maintenant. Plus dure à certains égards, plus douce à d'autres. Je faisais confiance plus prudemment mais aimais tout aussi profondément. Je regardais le visage endormi de ma fille et ressentis une joie protectrice féroce qui ne pourrait jamais être diminuée par ce qui s'était passé. Elle connaîtrait la vérité un jour quand elle serait assez grande. Je lui parlerai des choix de son père, de la trahison de Manon, de la force que je ne savais pas avoir jusqu'à ce que j'en ai besoin. Je lui dirai pour qu'elle comprenne que l'obscurité existe, que les gens en qui vous avez confiance peuvent vous blesser, que l'amour n'est pas toujours ce qu'il semble être. Mais je lui dirai aussi ceci.
Elle était désirée. On s'est battu pour elle. Elle a été aimée si puissamment que sa mère a déplacé des montagnes pour la garder en sécurité. Et cet amour était réel. La chose la plus réelle au monde. Un an plus tard, un mardi après-midi qui sentait la pluie de printemps et les nouveaux départs, mon téléphone sonna. J'étais dans le jardin à regarder Théodora trottiner sur l'herbe sur ses jambes instables, son rire comme une musique dans l'air. Le numéro était inconnu, mais quelque chose me fit répondre. Hélène Bernier? Une voix de femme. Professionnelle, posée. Ici le capitaine Morel de la police judiciaire. J'appelle concernant votre dossier. Mon cœur rata un battement. Qu'y a-t-il? Au cours de notre enquête sur Victor Archambault, nous avons découvert quelque chose que vous devriez savoir. Jonathan Dumont n'était pas le premier mari que lui et Manon ciblaient. Il y avait au moins 4 autres femmes. 3 d'entre elles ont perdu la garde de leurs enfants dans des procédures frauduleuses. Je m'assis sur le banc du jardin, mes jambes soudainement faibles. Grâce à vos preuves, parce que vous vous êtes manifestés, nous avons pu localiser ces enfants. 2 d'entre eux ont été rendus à leur mère. Les autres dossiers sont en cours. Je ne savais pas, c'est pourquoi je vous appelle pour vous dire que ce que vous avez fait, le courage qu'il a fallu pour riposter, cela a sauvé plus que juste votre fille. Cela a sauvé des familles. Je regardais Théodora cueillir un pissenlit et le tendre vers le ciel, ravie par sa tête duveteuse, complètement inconsciente du poids de ce moment. Merci de me l'avoir dit, parvins-je à dire. Merci de vous être battu. La plupart des gens dans votre situation se seraient effondrés. Vous ne l'avez pas fait. Je souris, sentant quelque chose de chaud se répandre dans ma poitrine. J'avais quelque chose qui valait la peine de se battre. Après avoir raccroché, je restais assise dans le jardin pendant un long moment, laissant la vérité se déposer sur moi comme la lumière du soleil. J'avais commencé ce voyage comme une victime. Une femme dont le mari avait oublié de raccrocher le téléphone. Qui avait entendu des mots qui avaient arrêté son cœur. Qui avait regardé dans un abîme de trahison et avait failli tomber dedans. Mais je n'étais plus une victime. J'étais une survivante, une mère, une force de la nature déguisée en femme dans un jardin regardant sa fille chasser les papillons. Et quelque part dans une cellule de prison loin d'ici, mon mari vivait avec les conséquences de m'avoir sous-estimé. D'avoir pensé que je n'étais rien, de croire qu'il pouvait tout prendre et me laisser sans rien. Il avait tort. Il m'a laissé la chose la plus importante de toutes. Il m'a laissé avec moi-même. Et il s'avère que c'était plus que suffisant. Certaines nuits, je pense encore à cet appel téléphonique. Au clic qui n'est jamais venu. Aux mots qui ont tout changé. Et parfois, juste parfois, je chuchote dans l'obscurité, merci. Merci d'avoir oublié de raccrocher, Jonathan. Parce qu'en cet instant d'inattention, tu m'as libéré.